Il est surprenant de constater à quel point les gens en savent si peu sur le ciel. Le ciel est, dans toute la création, ce que la nature a fait de plus précisément orienté vers l'homme, afin de le séduire, dans l'unique but de lui parler et de lui apprendre. Et c'est pourtant l'aspect le plus ignoré. John Ruskin. Dans cette présentation sur les luminaires célestes, je vais parler de réalité, de perception, de splendeur, d'archétype, le tout saupoudré d'un peu de clairvoyance, je l'espère. Beaucoup observent l'horizon, observent les formes. Beaucoup sont devant leur ordinateur, cherchent d'autres terres, d'autres modèles théoriques. Mais peu lèvent la tête sur ce qui est réel et observable. L'une des choses les plus remarquables dans le mystérium des luminaires est ce que l'on appelle le soleil, une source sensationnelle et énigmatique de véritables cycles, de véritable énergie, de véritables merveilles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vérité est unique et éternelle. Le soleil est l'émetteur central de chaleur et de lumière donnant la vie. Seul un idiot peut prétendre le connaître. Le Soleil qui est proche dans notre univers réalise une révolution complète en direction de l'Ouest toutes les 24 heures, par cercles excentriques graduellement accélérés jusqu'au tropique du Capricorne pendant le solstice d'hiver. Et par cercles concentriques graduellement ralentis jusqu'au tropique du Cancer pendant le solstice d'été, ce qui produit les saisons. Si on regarde à l'ouest, on peut voir le soleil se coucher en se déportant légèrement sur la droite, prenant une trajectoire courbe. Et à l'approche du solstice d'été, dans le nord de la Norvège, on peut constater que le soleil ne disparaît jamais aux yeux de l'observateur. Voici une autre manière d'observer le solstice d'été au pôle Nord. Le petit dôme représente la zone observable par l'homme. Le grand dôme, lui, peut être représenté comme un ciel plat, mais ceci reste inconnu. Voici une autre manière de présenter l'équinoxe. Ici, nous sommes à Tenerife en juin. L'image du haut représente ce que l'œil humain observe. Et l'image du bas est ce qui se passe réellement. L'analème est la figure tracée dans le ciel par les différentes positions du soleil relevées à une même heure et depuis un même lieu au cours d'une année calendaire. Celle-ci provient de Hong Kong dans l'hémisphère nord. On peut voir que la boucle est plus grande lorsque le Soleil est dans l'hémisphère sud, car il couvre une plus grande distance sur son orbite. Cela montre clairement que l'orbite du Soleil s'élargit et se contracte. Et cela reste identique, même depuis l'équateur, et même depuis l'hémisphère sud. La boucle sud est toujours plus grande, comme on peut s'y attendre. Ici, dans le Stellarium, j'ai mis l'heure à 17 heures en Europe, face au sud-ouest, et fait apparaître l'écliptique qui représente la course du Soleil. Quand on fait des bonds de 24 heures, on peut voir que le Soleil a réalisé une orbite complète à chaque fois. Et vers la fin mai, on peut le voir plus haut dans le ciel, et ce jusqu'au solstice d'été le 21 juin. Puis ensuite, il recommencera à apparaître de plus en plus bas dans le ciel jusqu'au solstice d'hiver en décembre.
Ne laissez personne vous embrouiller avec ce non-sens de la journée de 23h56. Dans la vie réelle, comme on le voit dans Stellarium, nous ne pouvons voir qu'une partie du ciel de nuit. Quand nous bougeons, notre point de vue de l'horizon bouge avec nous. Par conséquent, cette fenêtre de visibilité se déplace avec nous. Nous savons que le ciel apparaît à l'œil comme un dôme, mais peut-être cela est dû à la perspective. Je veux dire, on a l'impression que le soleil monte ici et que les rails se rejoignent. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Le point de fuite de l'œil humain produit une réalité virtuelle pas toujours objective. Nous n'avons tout simplement pas encore découvert tous les mystères d'un ciel en forme de plan ou en forme de dôme. Tout ceci est nouveau. Ce réveil à cette véritable cosmologie ne remonte qu'à 2014, l'année où j'ai moi-même commencé à en parler publiquement. Il nous faut bien souvent prendre acte de ces mystères et les apprécier comme tels. Ici, le soleil pénètre le point de fuite de l'horizon, c'est donc le lever de soleil. Là, le soleil quitte le point de fuite de l'horizon. C'est donc le coucher de soleil. Si on s'élève en altitude, celui-ci réapparaît dans votre champ de vision car le point de vue s'est agrandi. Quand le soleil se couche au Japon, il est à son zénith à Madagascar et est aussi en train de se lever en Floride. Une trigonométrie approximative nous indique que le soleil se trouve entre 2000 et 4000 miles de la surface terrestre. Cela en considérant qu'il s'agit d'un objet agissant selon les règles acceptées de la physique, ce qui pourrait ne pas être le cas. Ces couchers et levées de soleil nous apparaissent souvent de tailles différentes. Cela est dû à l'une ou plusieurs des choses suivantes: la position de l'observateur, le relief terrestre, la température des océans, le brouillard atmosphérique et la température de l'atmosphère. Donc à quelle altitude se trouve notre Soleil? Nous avons des images évidentes de ce que l'on appelle en anglais les hotspots. Cette couche de ciel bleu est d'une épaisseur d'environ 15 km. Pourquoi est-elle bleue? Personne ne le sait réellement. Certains pensent que c'est un éparpillement de lumière, d'autres qu'il s'agit de gaz ionisé, d'autres encore de plasma. La réalité fait elle aussi partie de ce mystérium des luminaires. Le Soleil n'est pas éloigné de 150 millions de kilomètres. Si vous le croyez, alors vous êtes encore sous la programmation matricielle. Il m'est même arrivé d'entendre des rumeurs comme quoi les adorateurs du Soleil s'aiment tellement qu'ils font des enfants et qu'ils confient ces mêmes enfants, leurs enfants, toute la semaine à des centres de programmation, mais ça, c'est pour une autre fois. Le Soleil n'a pas d'éruption, mais il comporte des taches solaires. Personne ne sait exactement ce qu'elles sont ou ce qui en est à l'origine. Mais elles nous aident à prouver que le Soleil au-dessus de nos têtes oscille, ce qui semble à l'observateur être une rotation. La lumière du Soleil produit en effet beaucoup d'effets irrationnels, quasiment impossibles à décrypter logiquement. Voici un modèle d'observation de l'impact de la lumière solaire projeté sur plusieurs mois. Cette lumière, quel que soit le moment, n'apparaîtra jamais la même à deux observateurs différents. La lumière solaire produit des effets de courbure, de pliure, de renflement, pleins d'une mystérieuse beauté. Les raisons sont inconnues, et cela en rend plus d'un mal à l'aise. Nous ne savons même pas s'il s'agit vraiment d'un objet, mais nous savons qu'il est l'émetteur central de chaleur et de lumière donnant la vie. Pour moi, il s'agit probablement d'une conscience intelligente, possiblement à cheval sur deux réalités, quelque chose de très éloigné de notre faculté de compréhension globale, un chef-d'œuvre de géométrie réflexive, issu de la conscience spirituelle du mystérium des luminaires.
Le soleil est vénéré et considéré depuis des lustres. Le calendrier aztèque en grès leur indique notre période actuelle comme étant celle du 5e soleil. Les Aztèques se considéraient comme le peuple du soleil, dont le devoir suprême était de lui faire des offrandes de sang. En Inde, à Odisha, le temple Karnak du soleil, qui date d'au moins 2000 ans avant l'ère chrétienne, dispose de cadrans solaires complexes et intriqués. Ces 24 roues, par une utilisation subtile de l'ombre de la lumière du soleil, permettent de mesurer la magnitude des différents cycles et unités de temps. Partout, à travers le monde, existent différents symboles du soleil et de nombreux temples alignés sur sa course, marquant le solstice et l'équinoxe. D'un point de vue astrologique, le soleil représente la personnalité de base de l'individu, l'ego, doté de vitalité. Il est au centre de la constellation du lion. Beaucoup de dieux soleils existent à travers le monde, en Égypte, en Inde, tout comme l'archétype Jésus du christianisme. Et dans le christianisme, existe la théologie des astres, où il est beaucoup question de luminaire dans le ciel. Jésus est le Fils de Dieu, il est le soleil, qui parcourt les 12 signes du zodiaque. Il se déplace avec 12 disciples, Joseph a 12 frères, les 12 tribus d'Israël. Le tableau La Scène, de l'alchimiste Da Vinci, présente les 12 signes du zodiaque participant au dernier souper de l'année avant la crucifixion du Fils de Dieu, du soleil donc, en novembre, après le baiser de la mort du scorpion Judas. La naissance de Jésus, le 25 décembre, correspond au moment où le soleil se lève à partir de son point le plus bas de l'année. Le soleil naît, le Fils de Dieu. Cette métaphore existe dans d'autres cultes du Dieu solaire bien plus anciens que Jésus. L'empereur romain Constantin, que l'on peut considérer comme le fondateur du christianisme, vénérait le soleil, même après avoir offert le christianisme aux masses au début du IVe siècle. Il a aussi changé le jour dédié au culte, passant du sabbat le samedi au dimanche Sunday, le jour du soleil. Le soleil était un élément important dans la recette secrète des alchimistes qui permettait de créer la pierre philosophale. Et il est aussi placé au centre de l'arbre de vie de la Kabbale. Dans le Srimad Bhagavatam, il est dit au chapitre 11, 22, 31, la vision de la forme visible du soleil et de son image réfléchie dans l'ouverture de l'œil se rejoignent pour mieux se révéler, mais son origine, perchée dans le ciel, s'auto-manifeste. De cette manière, l'âme suprême, à l'origine de toutes les entités, et qui en est donc de fait séparée, agit par l'illumination de sa propre transcendance, comme source ultime de la manifestation silencieuse de toute matière, de tout objet. Démocrite, avant l'ère chrétienne, fit une citation qui va nous aider dans notre découverte des luminaires. Il deviendra évident qu'il est difficile de discerner les propriétés réelles que possède chaque objet. La Lune est l'autre volumineux luminaire dans le ciel. Elle a toujours été une énigme. Elle a toujours été vénérée, et l'énergie dégagée de ces phases mystiques affecte grandement la vie dans cette réalité. Un mystique dit une fois, « Regarde la Lune dans le ciel, pas celle qui se reflète sur le lac. » Un autre dit, « La Lune cache toutes les étoiles, sauf les plus brillantes. » Un taoïste dit également, la Lune n'engage pas le combat, elle n'attaque personne, elle ne s'inquiète pas, elle ne tente pas de s'imposer, elle garde son cap et pourtant, de par sa vraie nature, elle influence délicatement. La Lune est de la même taille et à la même distance que le Soleil et suit de près la course de celui-ci que l'on appelle l'écliptique. Il faut 24 heures et 51 minutes à la Lune pour effectuer une révolution complète au-dessus de nos têtes. Elle est donc plus lente que le Soleil. La Lune est toujours proche de l'écliptique, sur un spectre de 5 degrés au-dessus ou en dessous. Elle apparaît et disparaît, tout comme le Soleil le fait. La Lune croise l'écliptique du Soleil à peu près toutes les 2 semaines. Ces croisements sont appelés des nœuds lunaires. Si le croisement de l'écliptique se fait à la pleine lune, nous avons alors une éclipse lunaire. Si il se fait à la nouvelle lune, nous avons alors une éclipse solaire. Gardez ceci en mémoire pour plus tard.
Il faut à la Lune 29 jours, 12 heures et 44 minutes, pour compléter un mois lunaire ou un cycle lunaire. De la nouvelle Lune à la Lune croissante, puis la pleine Lune, puis la Lune décroissante, et enfin retour à la nouvelle Lune. En raison de cette course, la Lune se trouve à un moment précis au cours de chaque mois lunaire, au plus proche de la Terre, c'est le périgée, et à un autre moment précis où elle en est le plus éloignée, c'est l'apogée. Le Soleil se déplace plus vite que la Lune. Il finit donc par la rattraper, produisant ainsi une nouvelle Lune, puis la dépasse. Nous pouvons voir ici plus précisément que les phases lunaires dépendent du positionnement relatif de la Lune par rapport au Soleil dans le ciel de la Terre plane. Ces deux luminaires sont liés par ce que l'on pourrait considérer comme une énergie pranique, magnétoélectrique ou chi. Le premier quart de Lune est visible lorsqu'elle est à moitié illuminée et se produit quand elle se trouve à 90 degrés par rapport au Soleil dans le ciel. À la pleine Lune, celle-ci est totalement illuminée et cela se produit lorsqu'elle se trouve à 180 degrés par rapport au Soleil dans le ciel. La Lune s'éclaire et s'éteint elle-même. Elle se branche. Elle se débranche. Il y a des raisons de penser que cette relation géométrique est à l'origine des marées des océans, car l'eau salée est ionisée et peut donc réagir aux ondes magnétoélectriques. Une autre manière d'expliquer la course de ces luminaires est de dire que la Lune se déplace de 14,5 degrés par heure et le Soleil de 15 degrés dans le même temps. Sur 24 heures, la Lune perd donc 12 degrés sur le Soleil. Les gens acceptent l'idée que le Soleil s'auto-illumine. Ils devraient donc accepter l'idée que la Lune puisse aussi s'auto-illuminer. Un moyen facile de savoir si la Lune est montante ou descendante est de considérer sa forme en forme de lettre C ou de lettre D. Le C en phase décroissante et le D en phase croissante. Ces phases peuvent être prévues longtemps à l'avance de par les vitesses constantes du Soleil et de la Lune. Cela fonctionne comme une horloge géométrique, un calendrier dans le ciel, pour ainsi dire. Les calendriers chinois, thaï, hindous, islamiques et hébraïques font toujours aujourd'hui le lien avec les cycles lunaires, avec le mois lunaire. Si on prend une photo de la Lune au même endroit avec un décalage de 51 minutes chaque jour, décalage dû au fait que la Lune se lève chaque jour 51 minutes plus tard, pendant tout un mois lunaire, vous obtiendrez son analème. La Lune peut être observée dans le ciel au même moment depuis des endroits très éloignés en fonction de la position de l'observateur sur la longitude et du degré de rotation de celle-ci. À un observateur stationnaire, la Lune apparaît comme effectuant une rotation dans sa course d'est en ouest dans le ciel. Cela est uniquement dû à la perspective. En fait, la Lune n'effectue pas de rotation. Ce n'est qu'une apparence de rotation dans un sens jusqu'à son zénith au-dessus de votre tête, puis ensuite dans l'autre sens. Quel que soit l'endroit où chaque être humain se trouve sur Terre, celui-ci n'a toujours vu qu'une seule face de la Lune. Il est par conséquent irrationnel qu'elle puisse apparaître dans leur subconscience ou leur conscience comme étant sphérique. En phase de Lune décroissante, plus le Soleil se rapproche de celle-ci, plus elle perd de son pouvoir d'auto-illumination. Et quand le Soleil en est très proche, elle le perd complètement. Elle ne peut plus s'auto-illuminer. Elle disparaît. Certains pensent que nous devrions voir une silhouette noire, mais on ne sait pas, nous ne voyons rien. Et rien ne peut être capté par les caméras et télescopes. Il n'y a rien. Et cette nouvelle Lune pourrait justement être ça, une toute nouvelle Lune. Nous reparlerons de ceci un peu plus tard. Quelques jours après le début de la nouvelle Lune, pendant la phase de Lune croissante, on peut observer son morceau apparent s'illuminer, et la Lune de déployer à nouveau son énergie. À d'autres instants du cycle lunaire, et très rarement, on peut voir quelque chose qui semble traverser la Lune. Et dans ces images, nous ne savons pas s'il s'agit d'une étoile ou d'un drone à haute altitude. Il arrive aussi à certains autres moments que la Lune apparaisse en transparence avec le ciel bleu, alors que celle-ci est plus haute en altitude que les couches qui produisent ce ciel bleu. Donc serait-elle semi-transparente sur ces images? N'est-elle que partiellement présente? Quand la Lune est à moitié illuminée, l'autre moitié, elle, est-elle là ou pas?
Le mystérium des luminaires ne nous a pas encore donné une réponse claire et précise jusqu'à présent. Nous ne savons pas, et nous devons continuer à creuser ce mystère. Nous ne savons pas ce qu'est la Lune. Nous ne savons pas ce que sont les cratères. Ils semblent être le résultat de nuances d'ombres et de lumière. Il est intéressant de noter cependant que des expériences en laboratoire, réalisées à l'aide d'arcs électriques, menées par un physicien spécialiste en plasma du nom de C.J. Ransom, ont produit des cratères. Cette histoire de halo lunaire ou solaire est-elle un autre mythe mainstream? C'est presque comme si la Lune et le Soleil perçaient notre réalité, ou perçaient une couche de notre ciel. Tous les deux ont l'air sphériques dans notre subconscient, mais cela ne peut simplement pas être le cas. La Lune nous diffuse son énergie, certes, mais qu'il s'agisse d'une projection d'un objet, ou même d'un vieux Soleil en panne, nous n'en savons rien. Le mot éclipse provient d'un mot grec qui signifie « abandon ». Et tout à fait littéralement, une éclipse solaire ou une éclipse lunaire était vue comme un abandon vis-à-vis de la Terre. L'éclipse lunaire n'est possible qu'au point précis de la pleine lune, quand le Soleil et la Lune sont à l'opposé l'un de l'autre, et aussi lorsque la Lune se trouve au nœud lunaire, quand sur cette image H1 et H2 sont à la même altitude. Tout ceci ressemble à une opposition astrologique au timing précis et serré. Chaque année solaire comprend un minimum de 4 éclipses, 2 solaires et 2 lunaires. Et il est possible qu'il y ait jusqu'à 6 ou 7 éclipses dans une seule année solaire. La Lune est pleine en charge maximale, puis elle perd sa puissance, regroupant son énergie, se rétractant, puis à nouveau s'allume, s'accroît, pulse. La Lune devient rougeâtre, alors qu'elle maintient son lien énergétique puissant avec le Soleil, un peu comme une poignée de main pranique ou magnétoélectrique. Sa lumière clignote, vacille. Cela ressemble à un reset d'une certaine manière, ou, soyons plus fous, à une tentative de rallumage, de recharge d'un vieux Soleil finissant par retrouver de l'énergie. Les éclipses lunaires sont visibles de nuit et avec la même intensité depuis une zone terrestre très vaste. Elles durent plusieurs heures, ce qui est beaucoup plus long que les minutes d'une éclipse solaire. Les couleurs changeantes d'une éclipse lunaire sont aperçues simultanément sur plusieurs continents. Et pour cette raison, la théorie de l'obstruction du mythe védique est impossible. La théorie comme quoi cette obstruction est provoquée par un autre corps céleste tel que Rahu et Ketu, les planètes de l'ombre, Mount Meru, Soleil Noir ou Lilith, est facilement débunkable car elle ne serait visible que depuis une toute petite zone terrestre. Avec ce type d'éclipse lunaire, il faudrait que ce corps faisant obstacle soit immense, beaucoup plus grand que la Lune. L'éclipse solaire, elle, a toujours provoqué au cours de l'histoire des craintes, des superstitions, des légendes, des mythes. Encore de nos jours, une éclipse solaire est considérée dans de nombreuses cultures comme un mauvais présage. D'un point de vue ésotérique et astrologique, je dirais qu'il ne faut jamais prendre de grandes décisions affectant votre vie pendant une période d'éclipse, à moins que vous ne soyez certain de savoir exploiter cette baisse d'énergie à votre avantage. La prédiction des éclipses solaires existe également depuis des millénaires. Thalès l'a fait le premier en 600 avant notre ère. Une astrologie approfondie peut prédire les éclipses, ce que pratiquaient les astronomes chaldéens et babyloniens. L'éclipse solaire n'est possible qu'au point précis de la pleine lune, quand le Soleil rencontre celle-ci,
Au moment où elle se trouve au point de croisement de l'écliptique ou nœud lunaire, quand sur cette image, H1 et H2 sont à la même altitude. Tout ceci ressemble cette fois à une conjonction astrologique au timing précis et serré. Maintenant, beaucoup d'humains pensent étrangement que ces deux luminaires sont distants entre eux de 150 millions de kilomètres et que l'un est 400 fois plus gros. C'est bien la Lune qui se trouve là. Elle ne peut être ailleurs. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, elle est aussi transparente et peut disparaître d'un seul coup. Nous croyons que la Lune passe devant le Soleil, et ce devrait être le cas. Mais si on regarde ces images filtrées, rien de physique ne s'y trouve. Et peu importe le logiciel de traitement d'images que vous utiliserez, vous n'obtiendrez aucune trace de la Lune. C'est comme si le Soleil se grignotait lui-même. Il est très important que vous compreniez cette absence de la Lune pour vous ouvrir à la magie et au mysticisme du royaume dans lequel nous nous trouvons. La phase de totalité, pendant une éclipse solaire, n'est visible que depuis une toute petite zone terrestre. Cette zone est d'environ 160 km de large et à peu près 16 000 km de long. Aux environs de ce couloir d'observation, l'éclipse solaire ne sera que partiellement visible. Ce couloir d'observation de la totalité est en fait un véritable indice de la Terre plane, dans la mesure où une ombre projetée ne peut être plus petite que l'objet qui la projette. Beaucoup pensent que Rahu, le luminaire sombre védique, recouvre le Soleil. Rahu, le dieu des ténèbres, le Soleil noir, la planète creuse. Mais cela ne peut être le cas du fait de la durée de l'éclipse solaire totale qui ne dure que quelques minutes, quel que soit le point d'observation. Objectivement, tout ce que nous savons est que le Soleil semble s'auto-absorber sous l'action d'un effet pranique, une sorte de reset pour un nouveau cycle solaire, avec un Soleil régénéré. Les mythes védiques de Rahu et Ketu sont simplement des archétypes représentant les nœuds lunaires, des mythes qui sont expliqués en détail dans mon e-book sur la Lune. Il y a trois types d'éclipses solaires: partielle, annulaire et totale. La différence entre une éclipse totale et une éclipse annulaire permet de confirmer que la Lune se déplace en se rapprochant et en s'éloignant de nous, d'où le périgée et l'apogée. J'ai écrit une thèse dans mon e-book sur la Lune, sur la possibilité que celle-ci soit un vieux soleil en panne. Oubliez les vieux schémas et écoutez la logique. La Lune est de la même taille et à la même altitude que le Soleil. Elle se déplace sur une trajectoire presque identique à celle du Soleil. Elle est un peu plus lente que celui-ci. Son énergie et sa recharge sont directement liées à sa géométrie par rapport au Soleil. Et ces deux luminaires affectent toute forme de vie sur Terre. Tous les deux présentent des évidences de leurs propriétés magnétoélectriques. Il existe de nombreux anciens mythes dans lesquels, pour certains d'entre eux, nous nous trouvons. Par exemple, les Aztèques pensent que nous en sommes au 5e soleil. Vous trouverez dans mon e-book, qui je le précise est gratuit, de nombreux autres exemples de mythes, de légendes et de panthéons. La Lune est inondée de mystique, de superstitions et d'ésotérisme. La nouvelle Lune est comme le départ d'une vague remplie de nouvelles intentions. La pleine Lune représente la fin de sa course. La Lune descendante figure le ressac de cette vague, donc le déclin. Une femme en bonne santé a un cycle menstruel calé sur la phase de pleine Lune ou de nouvelle Lune. Et d'un point de vue ésotérique, il est bien plus bénéfique d'entamer un jeûne les jours précédant la nouvelle Lune. À la pleine Lune, la glande pinéale est plus réceptive, le voile spirituel est donc, pour ainsi dire, plus fin. La plupart des humains a une énergie dense et vit dans la matrice des 5 sens et de la personnalité, et par conséquent est déconnecté des cycles énergétiques de la Lune. Les phases lunaires affectent également la plantation des cultures végétales et de nombreuses autres choses. En termes astrologiques, la Lune a une âme, des émotions, des humeurs, une subconscience, et est le siège du signe du Cancer qui relie aux sentiments, à l'espoir, à l'intuition, à la culture et à la maternité.
La Lune fait l'objet de plus d'une centaine de divinités à travers le monde, remontant à plusieurs millénaires, qui de l'adoration, de la vénération de celle-ci en tant que déesse, favorisant la fertilité, ou en tant que personnification ou symbole. Les plus notables sont Diane chez les Romains et la triade Céline, Artémis et Hécate chez les Grecs. Certains disent même que l'islam et Allah proviennent d'un culte lunaire, tirant son origine d'un mythe arabe pré-islamique. Dans l'alchimie des hermétiques, le soleil et la lune doivent s'accorder en soi, tout comme le masculin et le féminin, la logique et l'émotion, la communication et le sentiment, doivent l'être en parfaite harmonie avant que l'élixir ne puisse se déclencher. La lune est le 9e séphira violet dans la Kabbale et représente l'initiation et nombre d'autres choses. Dans l'Arabie ancienne, le cheminement de la lune au travers des 12 signes du zodiaque au cours d'une année lunaire était divisé en 28 maisons lunaires, chacune d'entre elles étant contrôlée par un esprit qui pouvait être invoqué à l'aide de talismans et d'amulettes. Quelle que soit cette maison, la magie bienveillante se pratiquait toujours en lune montante, tandis que la magie malveillante, elle, se pratiquait en lune descendante. Ce système était populaire pendant la Renaissance en Europe et on peut aujourd'hui encore constater qu'il était toujours pratiqué. Les charmes de la lune sont un mystère pour elle-même. Le mot planète vient du mot grec planetos, qui signifie étoile vagabonde. Les étoiles vagabondes représentent 8 luminaires spécifiques dans le ciel. De la gauche vers la droite, nous avons sur cette image Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, puis les moins visibles et plus lentes, Uranus, Neptune et Pluton. Les étoiles vagabondes sont comme une gamme d'énergie qui représente un éventail d'idées et d'archétypes constituant ainsi la racine de toutes les idées et archétypes. Et une conception de l'univers que nous possédons également en nous. Le microcosme dans le macrocosme, le macrocosme dans le microcosme. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chacune de ces étoiles vagabondes est liée à certains symboles, mythes et divinités, comme nous allons le voir. Ce modèle géocentrique ancien était en fait très proche de la réalité et fut utilisé pendant plus d'un millénaire avant que l'élite ne le détruise. L'erreur dans ce modèle est que les étoiles vagabondes sont toutes très proches de l'écliptique, supposant que chacune se trouve à une distance similaire de la Terre. Par contre, il est juste de montrer que certaines sont plus rapides que d'autres. Il est également à noter que chacune d'entre elles a une couleur et un éclat uniques. Voici une autre manière un peu crue de modéliser l'esthétisme des étoiles vagabondes, toutes proches de l'écliptique. Notez ici que les vitesses ne sont pas les bonnes. Chaque étoile vagabonde a son propre mouvement rétrograde. Rétrograde est un terme utilisé pour décrire le phénomène de boucle que chacune d'elles effectue dans le ciel avant de reprendre sa course normale. Une célèbre description esthétique des étoiles vagabondes était celle de Ptolémée, qui mourut en l'an 160 de notre ère. Son modèle, aujourd'hui moqué par les masses, était en fait très proche de la réalité. Mais là aussi, elles sont proches de l'écliptique, avec moins de distance entre elles. Par conséquent, ces grandes orbites, ces grands cercles, ces écarts ne sont pas corrects. On ne voit pas non plus si ce mouvement rétrograde, cette boucle, se fait en changeant d'altitude ou simplement en restant à la même altitude. Il est important d'insister sur le fait que chacune de ces étoiles vagabondes a sa propre course, son propre cycle, complètement indépendant de tous les autres luminaires dans le ciel. Ces déplacements, quelle que soit leur description, forment toujours une géométrie harmonieuse. Nous y reviendrons un peu plus tard. On pourrait passer des heures sur chacune de ces étoiles vagabondes. Je vais passer quelques minutes à vous parler des caractéristiques propres de leur mouvement et de l'archétype de leur énergie, de leur force pranique. Mercure vient du latin Mercurius, qui signifie aussi mercredi. Donc Mercure représente les mercredis. Mercure n'est pas du tout ce que l'élite veut que vous pensiez. Un rocher sphérique en rotation distant de 70 millions de kilomètres, ça c'est du contrôle de masse.
Les adjectifs qui me viennent à l'esprit sont divin, géométrique, fractal, interdimensionnel et conscience. Mercure se déplace toujours à proximité du Soleil, et pour cette raison, elle est la plus difficile à observer à l'œil nu. Ici, j'ai changé les paramètres de lumière de sorte que l'on puisse avancer par bande de 24 heures et constater son avancée, puis son mouvement rétrograde avec retour au même point, ce cycle répétitif se complétant en 88 jours. Sur n'importe quelle représentation de carte astrologique, les luminaires sont toujours décrits en révolution autour de la Terre plane, au milieu, toute proche de l'écliptique. La Lune peut sembler aller vite ici, mais elle est plus lente que le Soleil et prend du retard toutes les 24 heures. Mercure reste proche du Soleil, le dépasse, puis rétrograde pour repasser derrière. Est-ce ainsi qu'elle orbite autour du Soleil? Est-ce une boucle, comme Ptolémée le pensait? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs, mais c'est probable, au moins certaines fois, dû au fait qu'il arrive que Mercure, par moments, ne passe pas derrière, mais devant le Soleil. Et cela arrive 13 ou 14 fois par siècle, particularité connue sous le nom de transit de Mercure. Il vous faut des filtres spéciaux pour pouvoir l'observer, et cela vous démontrera à quel point les étoiles vagabondes sont petites. Le prochain transit de Mercure aura lieu en novembre 2019, puis en 2032. Cet événement dure à peu près 6 heures. Habituellement, Mercure passe derrière le Soleil, donc se passe-t-il la même chose qu'avec la Lune? Mercure disparaîtrait-elle à proximité du Soleil? Et qui pourrait dire qu'elle est vraiment là quand elle passe devant? Ce cercle noir pourrait bien être un effet pranique ou magnétoélectrique, similaire à une éclipse solaire. Il est dit que Mercure comporte des phases, tout comme la Lune, qui se déroulent pendant un long cycle de 88 jours. Ce graphique est sommaire, et cette boucle n'est pas une affirmation. Ce pourrait être une ligne droite ou une ellipse. Mais cela montre, comme avec la Lune, que le côté le plus proche du Soleil est auto-illuminé. Cela montre aussi que si la phase à 26% à gauche la fait apparaître plus grosse que la phase à 51% à droite, et si ces images sont fiables, cela suggère un changement d'altitude plus élevé dans sa boucle rétrograde. Du point de vue de l'astrologie, Mercure signifie l'esprit, l'apprentissage, la communication, la pensée, la logique, la raison et la connaissance. Mercure est au centre de la constellation de la Vierge, un signe de terre, l'énergie de l'intellectualisme, de la raison, du sens pratique, un éventail harmonieux et utile de services pour surmonter la matière. Elle est également au centre de la constellation des Gémeaux, signe d'air, l'énergie de l'information, de l'intelligence, du changement, de la parole, de la sociabilité, de la spontanéité, de la versatilité et de l'indécision. Le mouvement rétrograde de Mercure est le plus craint de toutes les autres étoiles vagabondes. En phase rétrograde, la puissance, la force de cet éventail d'énergie est affaiblie. Cet éventail se replie sur lui-même. Pendant cette phase, l'électrique peut surjouer. Les échanges et les contrats peuvent être retardés ou comporter des malentendus. C'est un moment pour la reconsidération, mais pas pour le démarrage de nouveaux projets ni pour la signature de nouveaux contrats, l'achat de nouvelles fournitures électriques, de propriétés ou de véhicules. La plupart des divinités et archétypes notables sont reliés à Mercure par les dieux romains du commerce, de l'échange et du profit, et également par Hermès, le dieu grec de l'alchimie, né de Thoth, le dieu égyptien de l'écriture, de la connaissance et de la table d'émeraude. Dans la Kabbale, Mercure est le 8e séphira, et elle est encore liée à de nombreuses autres choses. Vénus vient du mot latin Veneris, qui signifie vendredi. Vénus est loin d'être ce que le prof de sciences de votre école locale pense. Ici, nous voyons le Soleil et la Lune, Mercure en orange et Vénus en petits points blancs. Comme Mercure, Vénus se déplace toujours à proximité du Soleil, mais moins vite, et s'écarte plus de celui-ci que Mercure, tout ceci dans un cycle plus lent. Ce qui fait de Vénus l'étoile du matin, avant le Soleil, ou l'étoile du soir, après le Soleil. Son cycle prend 225 jours. Vue à l'œil nu, Vénus ne semble pas scintiller, mais plutôt briller d'un éclat argenté régulier, en faisant le deuxième luminaire le plus brillant du ciel nocturne après la Lune.
De toutes les étoiles vagabondes, Vénus et Mercure sont les seules à comporter des phases. Vénus apparaît donc également de tailles différentes, et là encore, soit il y a une apogée et un périgée, soit elle change de taille là où elle se trouve, à la même altitude. Nous avons ici quelques termes ésotériques associés aux différentes phases de Vénus, appelés cycles interlopes. Sa chute comme étoile du soir, puis sa naissance comme étoile du matin. Là aussi, il n'est pas nécessaire de le représenter en cercle autour du Soleil, cela pourrait être une ligne droite. Le cycle synodique complet de Vénus, de sa conjonction inférieure à sa conjonction inférieure, dure près de 584 jours, soit 1 année,6. Cela est dû à l'interaction du cycle de 225 jours de Vénus avec le cycle solaire de 365 jours. Et Vénus, qu'elle tourne